à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast vélo qui arrive toujours après la bataille. Vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons revenir sur le critérium du Dauphiné. Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour le Tour de France, si on doit en tirer évidemment. On va faire aussi un petit détour vers l'Italie, la Suisse ou encore la Slovénie parce qu'il y a des courses là-bas et il se passe pas mal de choses. Aujourd'hui, nous avons un invité de prestige. Vous entendez sa voix sur tous les Pro Cycling Managers depuis la nuit des temps. Commentateur aussi sur l'équipe. Patrick Chassé est avec nous. Bonjour Patrick. Salut, bonjour à tous. T'aimes pas qu'on te rappelle Pro Cycling Manager ? Bizarrement, le présente en premier. Bah c'est normal, c'est la star du jour. D'habitude, on fait ça par ordre de préférence. Tu veux qu'on fasse toi, Théo ? Bonjour Théo, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour. Et le mec qui rêve de prendre ma place. Ah ouais, c'est celui qui grignote les mollets, voilà, qui est dans les roues, mais qui est à la limite de passer. C'est un peu Chris Froome-Wiggins il y a quelques années maintenant. Et le dernier, il est à l'extérieur parce qu'il s'est battu cette nuit avec plus fort que lui, avec rien, et qui s'est cassé un doigt, mais il est bien avec nous aujourd'hui. Thibaut, comment vas-tu ? Bah, ça va bien, visiblement, tu as gardé le meilleur pour la fin. Oui, alors juste un petit point médical quand même, parce que tu étais du côté de l'hôpital, le médecin pour pas grand-chose finalement, tu peux le dire. Ouais, juste une luxation. Voilà, donc tout va bien. Thibaut va pouvoir faire tout l'épisode. On va parler donc bien sûr du critérium du Dauphiné. On va assurer tout doucement le tempo, bien sûr, pour commencer, et pas trop fort pour Remco. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Victoire donc de Primoz Roglic sur ce critérium du Dauphiné, 8 secondes devant Matteo Jorgensen, à 3e place pour la grande surprise d'Eric G. 2 victoires d'étape en plus pour le Slovène. Première question, elle est pour toi Patrick, tu es l'invité, bien sûr tu as la primeur des propos. Est-ce qu'il t'a impressionné Primoz Roglic ? Est-ce que tu l'as trouvé impérial lors de cette semaine de Dauphiné ? Non. Voilà. Merci Patrick. Non. Écoute, j'ai trouvé qu'il était un petit peu comme d'habitude. Dans son côté, pas comptable, mais en tout cas assez magnanime dans ses efforts. Même si, alors, s'il n'y avait pas un Pogačar dans notre univers collectif, je dirais, oh là là, attention. Mais en réalité, ça reste quand même une victoire à la Primož Roglic. C'est une belle victoire. Ça fait pas de moi pour lui le favori du prochain Tour de France, évidemment. C'était l'une de mes prochaines questions, mais on va continuer avec Théo. Est-ce que toi, tu l'as trouvé à la hauteur, tu l'attendais à ce niveau-là. Est-ce que tu l'as trouvé impressionnant, toi ? Impressionnant, non. Dans les temps, oui. Parce que je pense que de ceux de derrière Roglic et Vingegaard, il est parmi ceux qui sont le plus en avance. Il a fait du Roglic finalement. Il a attendu les 500 derniers mètres à chaque fois pour exploser. La petite interrogation, c'est en effet cette micro-défaillance du dernier jour, mais comme il y avait assez d'avance, ça a suffi tout de même pour remporter le général. Je pense qu'il est là où il veut être, et moi, ça me conforte dans l'idée qu'il est dans un deuxième rideau et pas dans le premier rideau. Ah, donc pour l'instant, vous êtes tous d'accord. Bon, Thibaut, est-ce que toi aussi, tu en fais pas à ton favori ultime pour le Tour de France après ça, on peut pas dire démonstration, mais sa victoire seulement sur le critérium du Dauphiné? Je dirais plus que s'il y avait eu démonstration du côté des Bora-Hansgrohe, c'était du côté des coéquipiers, notamment d'Alexander Vlasov. Mais pour Primoz Roglic, Patrick Chassé l'a déjà dit, hein, on est sur du Primoz Roglic. Il a couru de manière défensive. On n'attend pas d'un Primoz Roglic qui court de manière offensive. Et il nous a livré une partition dont il est un peu le compositeur traditionnel. Toi, c'est son équipe qui t'a impressionné, enfin Alexander Vlasov, c'est ça, parce qu'il y avait aussi cette incertitude, ce questionnement avant de dire est-ce que tout le monde va se mettre à la planche pour Primoz Roglic ? Et ça, c'est ce que tu as apprécié, tu as vu cette équipe forte, hein, parce qu'il en faudra une sur le prochain Tour de France. Ouais, on attend à ce qu'il y ait 2 blocs sur le Tour de France. Enfin, du moins, on attendait le bloc des Émiratis, évidemment, avec leur équipe d'Avengers, et puis le bloc Visma Lead the Bike. Sauf que le bloc Visma Lead the Bike, on a des incertitudes, et là, visiblement, on a beaucoup plus de certitudes du côté des Bora-Hansgrohe. Oui, c'est vrai qu'ils ont montré beaucoup de choses. Patrick, est-ce que tu as trouvé cette équipe au petit Bora-Hansgrohe au niveau et même pourquoi pas pouvoir titiller une armada comme UAE, même si sur le Tour de Suisse, on l'a vu dernièrement, qu'ils sont quand même plutôt pas mal les coureurs chacun de leur côté. Bora, moi j'étais plutôt surpris. Je m'attendais pas effectivement à voir une paire Vlasov-Roglic comme ça.
Je sais pas pourquoi, parce qu'en réfléchissant après tout, c'est assez logique. Euh, mais ni l'un ni l'autre, pour moi, ne faisait partie d'un carré redoutable. Et bon, bah, c'est plutôt pas mal. Après, je m'étais dit, c'est une équipe qui va se renforcer quand on aura effectivement un prestigieux co-sponsor qui va arriver le jour du Tour de France, Mm. mais surtout dans la perspective d'un éventuellement renforcement. Bon, là, ils sont bien, mais je suis pas sûr que Visma Leasebike soit aussi mal qu'on le dit, enfin, sera aussi mal qu'on le dit sur le prochain Tour de France, d'une manière générale. Oui, on entend Moi, encore des moi, je nouvelles pense que ce sera la ouais. deuxième meilleure équipe du Tour derrière UAE. Soit plutôt. Parce que Hindley, je pense que pour l'instant, elle n'est pas du tout programmée pour le Dauphiné et je pense qu'il sera très fort dans un mois. Je pense que dans cette formation-là, on compte aussi sur l'usure de Pogacar, même si elle sera relative. En troisième semaine, je pense qu'on visera la troisième semaine. Et là aussi, il y aura des intérêts un peu divergents entre un mec comme Evenepoel qui voudra peut-être dynamiser les deux premières étapes et pour mettre la pression sur Vingegaard. Et même Pogacar aussi aura intérêt à prendre de l'avance aussi. Alors que Roglic, moi, je le vois plus courir défensivement avec ses trois cartes de Vlasov, Hindley derrière lui pour mettre la pression en troisième semaine. Donc là aussi, je pense qu'il y aura des équipes qui aborderont différemment la première semaine. Oui, parce on va pouvoir parler du cas Remco tout à l'heure, mais c'est vrai que plusieurs coureurs vont avoir intérêt plutôt à accélérer en troisième semaine. Avant de parler donc de Remco qui était un petit peu plus loin au général, pourquoi pas parler directement du second, du dauphin de Primoz Roglic, Jorgensen, surtout dans l'incertitude Jonas Vingegaard, et encore dernièrement les infos notamment de l'équipe qui donnait 50% de chance d'être présent sur la grande boucle. La question, Thibaut, est-ce qu'il faut mettre Jorgensen d'ores et déjà numéro 1 sur le Tour de France avec ce qu'il a montré sur Paris-Nice, avec ce qu'il a montré sur le Dauphiné, pour au moins essayer de travailler avec lui en tant que numéro 1 avant de penser à Vingegaard? Est-ce que déjà il faut en faire le leader d'office, surtout qu'il y a aussi Sepp Kuss, etc. Mais on a vu que c'était plus compliqué. Ouais, si jamais tu travailles avec des incertitudes et la non-présence de Jonas Vingegaard, oui, il faut le mettre premier, évidemment. Maintenant, tu peux aussi le mettre co-leader si Vingegaard est présent, puisque bon, on le voit, on a quand même des super pôles. Et puis, il y a quand même cette interrogation globale sur Vingegaard. Donc pour moi, dans l'esprit, il faudrait sans doute mettre un Jorgensen co-leader et profiter d'un Vingegaard en l'heure, on va dire. Patrick, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que Visma doit switcher? Tu disais que le Visma va être plus forte que prévu avec malheureusement toute cette malchance. On l'a encore vu avec Dylan Van Baarle et Krulwijk. Est-ce qu'il y a un choix à faire maintenant, d'ores et déjà? Et est-ce que Visma sera présent? Bah déjà, un choix sur le plan stratégique, ce serait une grosse bêtise. Alors que eux fassent un choix entre eux et qu'ils ne nous disent rien, bon, à la limite. Mais je pense même pas, c'est pas dans l'intérêt, c'est pas habituel, surtout quand on a deux leaders potentiels. Tout à l'heure, en blaguant, tu parlais de Chris Froome et de Bradley Wiggins. Geraint Thomas et Chris Froome, l'année où Thomas gagne le Tour, quand ils prennent le départ, il n'y a pas un leader numéro 1 et un leader numéro 2. Ça n'existe pas, ça. Ça existe dans les commentaires qu'on fait nous, mais dans les spéculations qu'on fait, mais dans la réalité, franchement, je ne crois pas que ça se fasse. Donc, Jorgensen, alors, c'était pas forcément prévu qu'il soit aussi fort de la part des observateurs sur le Dauphiné. Oui. Mais maintenant, après Paris-Nice qui confirme sur le Dauphiné, on va lui dire, tu prends le départ, tu es protégé, enfin j'imagine. Hein. Mais bien sûr, Vingegaard reste le leader, et toi, tu es juste protégé. En cas de défaillance par rapport à la préparation de Vingegaard, qui est évidemment difficile, Théo, tu crois à cette stratégie de Visma qui est souvent quand même assez, on va dire, assez carrée quand même. On sait déjà ce qui va se passer, même si sur la dernière Vuelta, il y a quelques petits problèmes, mais la plupart du temps, c'est rodé. Moi, j'ai envie de dire que la vraie épine dans le pied de la Visma, c'est Sepp Kuss. Parce que il s'était affirmé normalement avec... Tu te dis, si tu regardes sur le papier, vainqueur sortant de la Vuelta, équipier de luxe, mais il a montré qu'il était capable de gagner un grand tour, même si la Vuelta, je pense que c'est un cran en dessous du Tour ou du Giro. Bah, naturellement, le leader B, ça doit être le mec qui a gagné le Tour d'Espagne. Donc, et là, le problème, c'est que Sepp Kuss, il n'a pas montré grand-chose au début de saison. Je pense que même qu'il fait aucune journée où il est avec les meilleurs. Ouais. Donc,
Ouais, moi, Jorgensen, ça me surprend pas qu'il performe sur les courses d'une semaine. Il a jamais fait vraiment de classement général sur une course de 3 semaines, même à la Movistar. Hein, il jouait les classiques et il jouait les courses d'une semaine. Donc, voilà, la garantie, elle est là, elle est clairement abaissée hein, au niveau de la sécurité du scénario pour la Visma. Qu'est-ce que peut viser Jorgensen? Parce qu'on l'a jamais vu sur 3 semaines. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il peut viser si jamais il était leader unique sur le Tour de France? Est-ce que c'est un top 10, un top 5, un podium, une victoire intrinsèquement? Parce que vraiment, il y a cette incertitude-là. Franchement, je sais pas. Je sais même pas si lui-même le sait. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à lever le doigt dans la salle sur le niveau de Jorgensen sur 3 semaines. Mais non, mais comme il n'a pas de passif et que c'est sa première année en plus dans l'encadrement Visma, tu pars d'un mec qui visait les classiques flandriennes avec la Movistar et tout en jouant quand même Ça, les c'est fou, classements d'une semaine Paris-Nice, qui est quand même la course d'une semaine qui est quand même un peu la moins montagneuse de toutes les World Tours importantes. Tu transposes ça sur une troisième semaine, sur une course de 3 semaines, avec cette troisième semaine qui est difficile. Je suis interrogatif quand même. Surtout que, alors, un coureur qui fait le même programme un petit peu que Jorgensen, il n'y en a qu'un seul qui le fait en ce moment. C'est Tadej Pogacar qui est capable d'allier un petit peu classique et classement de coureur par étape. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, on va essayer de passer sur ce qu'il y a aussi à côté, parce que sur le podium, il y a un mec qu'on n'avait pas vu venir, même Thibaut qui fait beaucoup de paris, hein, sinon il se serait vanté. Donc on a eu Deregui, là Scano un peu plus loin, mais Deregui surtout en 3e position. Surprise monumentale, hein. Thibaut, on l'avait pas vu venir ça. Je pense que même sa mère, si elle devait mettre des sous sur Deregui, ne l'aurait pas fait. Mais Donc je mange c'est même dire lui, hein. l'ampleur non, mais c'est dire l'ampleur du phénomène et de la surprise. C'était inattendu, surtout au vu du plateau. Placer un Deregui sur le podium, non, jamais de la vie. Patrick, sur Deregui, tu es surpris aussi parce que vraiment, pour le coup, je crois qu'il n'y a personne qui a. Bon, sa mère, a priori, a été surprise aussi, donc je suppose que beaucoup ont été surpris. Mais c'est particulier de le voir à ce niveau-là, surtout quand on voit autour de lui des coureurs de renom qui finissent derrière lui. Surtout. Et le Marc Padoun d'Israël, première tête. Non, je sais pas. J'avoue que je suis. Alors, je vais avouer quand même un truc. C'est que là, je suis très content d'être avec vous, mais j'ai pas préparé assez cette émission pour être précis. Mais en même temps, c'est aussi pour m'amender de cette mauvaise vanne que je viens de faire, en me disant qu'on est quand même sur les réseaux sociaux. Mais non, mais sérieusement, j'en sais rien. C'est-à-dire que Padoun, effectivement, j'étais en train de regarder sa taille et son poids sur Pro Cycling Stats. 1m89, 76 kilos. Ouais, c'est quand même assez lourd pour un grimpeur, en tout cas. C'est assez lourd, ouais. Je sais pas combien. On est sur un gabarit et à peu près équivalent à Wout van Aert, par exemple. Ouais, voilà. À 1 centimètre ou 1 kilo près, quoi. Donc c'est waouh, c'est quand même c'est pas mal, quoi, pour un mec qui fait deuxième meilleur grimpeur du Giro, plus sa place sur l'année dernière. Alors, du coup, ça permet de dire, bah voilà, il a des références, mais non, il a 26 ans. C'est vrai qu'on n'avait pas. Moi, je l'avais pas vu venir. On sait pas. C'est un mec qui fait tout. Il fait des classiques. On le voit sur la saison des classiques. Cette année, je sais plus. Mais oui, les Ouais. Ardennes. Mais enfin, moi, je comprends pas. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir pas bossé assez cette année pour voir arriver ce mec-là. On va voir. Après, il y a des comètes qui arrivent toujours sur le Dauphiné. Les troisième places ces derniers temps, quand on fait troisième du Dauphiné, en général, ça paye pas beaucoup le mois d'après. Donc ça, c'est de la numérologie, ça. Oui. Ouais, mais Mais au-delà de ça, la grande question, ça va être de savoir, avec cette performance-là, qu'est-ce que vont vouloir faire Israël? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir le faire viser? Est-ce qu'ils vont le garder quand même pour faire un hypothétique top 10 en risquant peut-être que un jour ça explose et que ça explose de manière. Parce que sur 3 semaines, il l'a jamais fait. Donc, oui. qu'il soit acteur sur des étapes de baroudeur dures de deuxième ou troisième semaine, moi je l'attendais là en fait, Derigi, comme il a fait son Giro l'année dernière. Bah, ils vont le garder, ça c'est sûr, parce que je sais pas si tu as vu, mais il est en contrat jusqu'en 2028. Hein. Oui, mais avec cette performance du Dauphiné, est-ce que ça va comme ils n'ont pas de fil rouge non plus au classement général dans cette équipe, est-ce qu'ils vont vouloir le faire prendre le classement général? C'est difficile.
Alors, scène, pour ceux qui nous regardent, hein, vous vous rendez pas compte, mais Théo et Patrick sont dans la même pièce. Alors, quand ils se répondent, ils se regardent dans les yeux, ça c'est magnifique. On le voit pas, mais enfin, vous imaginez pas, mais pour On ceux qui truc. regardent. C'est sûr que toi, on a du mal à te regarder dans Ah les bah yeux. oui, bah pour l'instant on me voit pas, mais les gens me voient et ça c'est le principal. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde, c'est ce que disait Théo tout à l'heure. Tiens, on va aller un petit peu plus bas dans le classement, on va s'intéresser quand même au cas Remco Evenepoel parce que c'est évidemment c'était l'une des attractions du Dauphiné. Il a commencé par un excellent chrono. On s'est dit pourquoi pas. Après, il a bien martelé à plusieurs reprises qu'il était en préparation, qu'il allait pas être à la hauteur en montagne. On l'a vu. Préparation difficile, on le sait, avec ses blessures et cette chute. Hein. Roglic était dedans aussi. Maintenant, la question est là. Patrick, je vais pouvoir te la poser. Tu auras moins besoin de préparer. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Remco Evenepoel à quelques semaines du Tour de France? Parce que quand même, son objectif, c'est de se rapprocher le plus près de la première place. Je ne dis pas viser la victoire, se rapprocher le plus près. Mais même si sa préparation était difficile, est-ce qu'il faut s'inquiéter du coup pour le Tour de France quand on voit le retard qu'il a pris du coup en montagne? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot s'inquiéter. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a 24 ans qui va participer à son premier Tour de France. Alors, on sait que les grands champions gagnent leur premier Tour de France. Enfin, c'est arrivé quelquefois pour les plus grands, en tout cas, mais pas tous. Pour moi, c'est pas le favori du Tour de France. Ça, j'enfonce une porte ouverte. C'est pas le grand favori. Non, c'est clair. Le grand favori, on va dire, c'est Pogačar ou Vingegaard. Enfin, pour moi, voilà, même Roglic. Et aujourd'hui, on peut dire peut-être plus dans la peau d'un favori qu'un Remco Evenepoel. Evenepoel va peut-être s'améliorer, mais je reviens à l'idée initiale, c'est-à-dire que s'il ne gagne pas le Tour de France et qu'il fait comme là une place dans un top 10 ou qu'il fait même un top 5 ou un podium du Tour de France, pour moi, ce serait une excellente réussite de la part de Remco Evenepoel. Il est jeune, il a une adversité qui est très talentueuse, fait partie des coureurs qui ont été victimes d'une chute sur le Tour du Pays Basque. Il arrive à redevenir performant. Tout va bien, quoi. Et il a une équipe qui est certainement pas la meilleure équipe pour encadrer un vainqueur du Tour de France. Avec un Mikel Landa en plus qui était un petit peu en dessous, on va dire, sur ce Dauphiné. Thibaut, toi, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu as trouvé ça normal? Pas surpris de le voir lâcher assez tôt enfin assez tôt. Ça va, ça a tenu mieux que les Français notamment, mais bon, pas aussi tard qu'on pouvait le prétendre. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant quand tu vois les coureurs qui finissent devant lui, il lâche quand même relativement assez tôt. Son chrono est rassurant, mais lui-même le dit, il est à 85%. Et pour ce départ du Tour, un départ qui n'a jamais été aussi difficile, en plus, Tadej Pogačar a annoncé la couleur. Il voudra attaquer d'entrée parce qu'il anticipe un Remco Evenepoel qui va être offensif. Et aussi, il va vouloir tester un Jonas Vingegaard si jamais il est présent. Donc, dès la 4e étape, on rentre dans le vif du sujet avec le sommet du Galibier que tu vas après ensuite redescendre. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour Remco Evenepoel parce que s'il nous offre ce qu'il nous a offert dans la montagne sur ce Dauphiné, le Galibier pourrait lui rendre un verdict qui va être relativement difficile pour le Belge. Je sens Théo T'es inquiet j'insiste, t'es inquiet pourquoi? Parce que finalement, tu estimes que un coureur de son acabit prend forcément le départ pour gagner le départ de son premier Tour de France? Non, non. De toute façon, même lui, il l'a dit, il vise beaucoup plus un podium et on le sait, la victoire devrait se jouer entre les deux monstres, entre les deux extraterrestres. Et c'était un prétendant au podium. Maintenant, il y a des prétendants au podium qui ont montré beaucoup plus de forme, qui sont équipiers de Tadej Pogačar, qui sont adversaires de Tadej Pogačar et qui parfois sont équipiers de Jonas Vingegaard. Après, c'est quand même un objectif. Bon, peut-être pas sur cette année, mais c'est un objectif voulu, annoncé à un moment par Remco qui veut gagner un moment le Tour de France. C'est peut-être pas pour cette année, mais par exemple. Il a pas dit cette année. Hein. Non, mais et qu'est-ce qu'il peut légitimer? Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir légitimer? Imaginons que. Moi, je pense que je vais synthétiser les deux pôles. C'est-à-dire que si on part du principe que Remco Evenepoel s'avance à Florence pour gagner le Tour de France, oui, je m'inquiète. Mais il a dit déjà qu'il ne s'avançait pas comme le favori numéro 1. Et il ne s'avance pas comme le favori numéro 1 au vu de la start list. Maintenant, si tu me demandes si je suis inquiet, savoir si je suis inquiet pour sa place dans un top 5, moi j'ai envie de te dire non, parce qu'il reste encore du temps, parce qu'il y a une 3e semaine qui est difficile et qu'a priori il va monter en puissance. Et puis il va expérimenter pour la première fois le Tour. Et le Tour, c'est pas le Giro, le Tour, c'est pas la Vuelta. Et intrinsèquement, il est dans les temps. Un Carlos Rodriguez, par exemple, qui fait un super Tour de France l'année dernière, il n'a pas montré non plus, il n'a pas volé sur le Dauphiné.
Donc voilà, Adam Yates aujourd'hui, c'était sympathique aussi. Donc Et pour moi, il ce est qui dans va, ce deuxième rideau voilà. Donc, Deuxième rideau, ok. Ouais, Tim. mais ce qui va faire peur sur cette troisième semaine pour Remco Evenepoel, certes, il peut monter en puissance, il a des pourcentages de retard, on va dire, qu'il peut essayer de combler avant le départ du Tour de France. Mais ce Tour de France est extrêmement montagneux. On a combien 6-7 cols au-dessus de 2000 mètres. Et c'est énorme. Et c'est peut-être aussi le point faible de Remco Evenepoel. Donc ses Ouais. adversaires vont vouloir taper dessus et ses adversaires sont au-dessus dans ce type de col. Et il y a du chrono aussi. C'est qu'il peut reprendre un petit peu de temps aussi, ça peut fonctionner. Donc, petite question, tiens, Patrick, c'est le favori numéro 1 du coup du Tour de France après ce qu'on a vu, parce que ça y est, on verra plus, à part des petites coursettes évidemment, jusque-là, même si le Tour de Suisse n'est pas tu peux respecter terminé. le Tour de Suisse, s'il Non, te mais plaît. et alors c'est pour ça que j'ai continué sur le Tour de Suisse, évidemment, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Le favori numéro 1 pour l'instant sur le Tour de France, c'est Tadej Pogačar du coup, le mec qui a gagné le Giro. Bah, j'aurais pas dit ça avant que Pogacar devienne un champion, mais aujourd'hui, oui, je le dis, oui, oui. C'est-à-dire que je faisais partie de tous ces gens qui pensaient que c'était impossible aujourd'hui de gagner 2 grands tours, vu la spécialisation du truc, le haut niveau, le niveau. Alors, le niveau, pour moi, c'était pas un Giro à un très haut niveau, donc comme souvent d'ailleurs. Mais donc oui, pour moi, c'est le grand favori. Théo, c'est aussi ton grand favori? Tout pareil, parce que Patrick est mon modèle. Ah, bah tu vois, il n'y a même pas besoin de doubler. On reste dans la roue de Patrick. Non, mais je vois pas vu ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a voulu, hein, de toute façon. Oui, c'est un peu la boule de cristal quand même, parce que Vingegaard, c'est pas parce que le directeur de la performance chez eux dit ah là là, il n'est pas le favori, qu'on est obligé de le croire. Et je pense qu'ils en savent pas grand-chose en réalité. Alors peut-être, mais il est possible en tout cas qu'ils n'en sachent pas grand-chose. Donc nous non plus, on ne sait pas Vingegaard dans quel état il est. Mais justement, l'histoire du Van Toul montre qu'une chute, même si on soit tout cassé ou à moitié cassé, bah, ça laisse des traces pour le reste de la saison quand c'est une chute de cet acabit. Voilà, on doit être prudent. Sur le papier, par rapport à ce qui a été montré, Pogacar, pas de risque à dire que c'est le grand favori. Si Vingegaard le bat, eh ben, ça veut dire qu'il aura super bien récupéré de sa chute et qu'il a retrouvé son niveau de l'année dernière. C'est un peu plus incertain. Ce sera quand même plus surprenant que Vingegaard batte Pogacar que Pogacar batte Vingegaard. Par rapport aux 2 derniers tours, non. Mais ça montrera. Après, ce qui change aussi, c'est que Vingegaard, il n'y a pas que lui, c'est que son équipe part quand même de plus loin. Alors que UAE, il pétrole à tous les niveaux. Ça compte quand même. Oui, on l'a vu encore sur le Tour de Suisse, avec de belles performances là aussi. On va passer aux Français pour terminer cette page de Critérium de Dauphiné, avec encore plus loin au général, plus loin que Remco. On a vu un David Gaudu qui a essayé de s'accrocher, qui a été en difficulté assez tôt, qui n'a pas réussi à lutter avec les meilleurs. Un Guillaume Martin qui a aussi essayé d'aller dans les échappées, mais vite lâché. Thib, est-ce qu'on peut avoir peur d'une Bérésina sur le Tour de France? Tu parles au général, attention, au classement général, parce que ce sont quand même nos 2 coureurs qui ont fini dans le top 10 l'année dernière, et donc les 2 coureurs qui vont encore viser ce même résultat cette année. Tout dépend des attentes que tu as autour des Français sur ce Tour de France. Un top 10. Moi, personnellement, bah ouais, c'est ça. Fond de top 10, c'était déjà ça de base en voyant le début de saison et en sachant l'adversité, en regardant les start lists provisoires. David Gaudu, malheureusement, je le plaçais entre la 7e et la 10e place, et plus proche de la 10e que de la 7e. Bon, ce Dauphiné ne rassure pas, mais quand tu regardes l'année dernière, on est sur le même schéma. Ils se sont cramés en stage, ils vont être dans une séance de surcompensation, et David Gaudu sera sans doute au rendez-vous sur le Tour de France. Mais son rendez-vous, c'est malheureusement sur un fond de top 10. Et si il arrive à faire par miracle un top 5, ce serait vraiment très surprenant. Ouais, dans le chat, on me dit Vauclin top 10 aussi, évidemment, il faut penser à... Oui, ils n'ont pas regardé le Tour de Suisse alors aujourd'hui. Oui, Non, mais alors il faut leur dire, on leur dira, il faut regarder le Tour de Suisse sur l'équipe. Non, le problème, Non, c'est mais que c'est sérieux ce que je dis. C'est que moi aussi, j'étais un peu comme tout le monde. J'attendais de savoir ce que Vauclin pouvait donner dans cette course de préparation. Alors, ok, on est à quoi, 15 jours, 3 semaines, mais du Tour. Mais Kevin Vauclin,
Un peu déçu. Combien il fait aujourd'hui, 50e? Combien de temps il perd? C'est Attends, il y a hallucinant. Théo qui était à côté de toi qui doit avoir tous les classements sous les yeux normalement et il doit le connaître par cœur. 4,27, je l'ai. Il perd 4,27 aujourd'hui dans une arrivée, une course de côte. C'est beaucoup, on n'est pas au lendemain d'une journée de repos, là. C'est pas le seul Français qui a perdu un petit peu de temps aussi. Lenny Martinez, bah tiens, pendant qu'on est C'est dessus, nettement moins, Patrick, Lenny Martinez un peu plus loin aussi. Il t'a déçu ou pas sur ce tour, enfin sur cette montée tu t'attendais un petit peu mieux parce qu'il a fini avec Woodpulse d'ailleurs et je sais plus qui d'autre à ses côtés. Non, mais oui, Lenny Martinez, il court derrière. Bon, Kevin Vauquelin aussi, d'ailleurs. Ils se sont pris un courant d'air. Lenny, c'est pas le genre de montée, je pense, qu'il apprécie. C'est monté super vite, il faut savoir, ça roulait à 50 à l'heure aujourd'hui, dans la vallée, tout le long. Les faux plats, c'était, comme a dit Pierre Roland, c'était l'otaré. Ça roulait comme des balles à 30-35 à l'heure. Ils ont attaqué cette montée qui est quand même très longue. Ça monte pendant 35 km, le Gothard, Ouais. même si c'est pas pentu. On n'est pas dans des trucs qui conviennent à Lenny Martinez. Honnêtement, j'aurais vu Kevin Vauquelin mieux que Lenny Martinez aujourd'hui. Ouais, parce que c'était un peu plus roulant. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Je l'aime beaucoup, moi, Kevin Vauquelin, j'y crois beaucoup, mais là, j'étais un peu surpris. Lenny Martinez, moi, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Je me dis que demain, il y a 3 arrivées au sommet, on va attendre. Si demain il perd encore du temps, bon bah là, ouais, ça serait inquiétant pour lui sur son dessus. On rappelle évidemment que Lenny ne fait pas le Tour de France. Oui, tout à fait. Après, Kevin Vauquelin, pour revenir à Kevin Vauquelin, son équipe le disait dans les tweets résumés, il est en reprise et il était en recherche de rythme. Donc ça peut aussi mettre un peu plus de... Les autres, ils sont en reprise aussi. Hein. Ouais, tout le monde est en Oui. reprise, c'est vrai, un peu en ce moment. Dernière question, je vais la poser à Théo, on continue juste sur les Français. Est-ce que potentiellement, aucun Français dans le top 10, c'est une situation que tu imagines dans ta tête quand on voit les performances, et surtout que les Français, on a l'impression qu'ils reculent petit à petit dans la hiérarchie. Je dis n'importe quoi, un Derek J, même s'il n'était pas là, ou un Lascano qui finissent le... Ouais, mais est-ce que ce sera si grave que ça si tu vas chercher 2 ou 3 étapes avec des mecs en montagne qui est-ce te que font Gaudu vibrer, doit faire ça? moi, Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que Gaudu doit faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Bah, de toute façon, je ne veux pas trahir de secret qu'apparemment, à la Groupama FDJ, on a plutôt changé pas de fusil d'épaule, mais en tout cas, on a changé de doigt pour tirer sur la gâchette. C'est-à-dire qu'on ne va pas être 100% focus sur David Gaudu. Ça va être une petite nouveauté. Donc, il y aura 3 ou 4 coureurs, je pense, qui seront un peu plus libres que les autres années. Donc, non, moi, je l'ai dit en début de saison, je ne comprenais pas le choix de mettre David Gaudu leader pour le général sur le Tour. Moi, je l'aurais bien vu sur le Giro et il aurait fait top 5, je pense, si il avait préparé bien le truc. Donc, voilà. Après, est-ce qu'on va plus vibrer pour une 8e place d'un Français ou pour 3 victoires d'étape? Moi, je pense qu'on retiendra les victoires d'étape. Moi aussi. La question est vite répondue aussi de mon côté, comme on dit. Juste pour noter les satisfactions de ce critérium du Dauphiné, quelques-uns. La Lidl Trek avec Pedersen et Chicone qui est revenu à un très bon niveau. Ineos aussi un petit peu, mine de rien, avec le duo Rodriguez de plus. C'est pas fameux, mais au moins ils ont montré quelque chose, notamment avec la victoire de Rodriguez lors de la dernière étape. Voilà pour les satisfactions. On arrive en attaque, on n'attaque pas pour qu'on puisse finir le plus rapidement possible avec un petit quiz pour ceux qui veulent y participer. Pour ceux qui veulent y participer, c'est pour ça que je dis ça. Ça sera juste après. Oh merde. Ouais, vas-y. Il y a juste en attaque, on n'attaque pas avant. Et après, évidemment, Patrick, tu peux juste faire l'arbitre sur le quiz, voir si Théo a bien préparé le Tour de Suisse. Ou alors, tu as le droit d'éteindre l'ordinateur ou le téléphone et dire au revoir à tout le monde. Alors, je note les 2-3 petits trucs qu'on a vus. Le Tour de Grande-Bretagne féminin. Je voulais juste revenir sur cette magnifique dernière étape avec le Tokopeki de SD Works qui a emmené ses 2 coéquipières, qui s'est arrêté parce que pensait que ça allait gagner derrière, et finalement elles se sont fait coiffer sur le poteau, Lorena Wiebes et Majerus par Rosemane Gannon. Donc ça, c'est une image un peu particulière si vous voulez revenir dessus. Le Giro Next Gen avec déjà 2 victoires pour le Français Magnier et donc un Belge en tête avec Vidar devant notamment le Français Rondel. Tour de Suisse, on l'a déjà un petit peu entamé. Les quelques propos, les quelques résultats, mais si on veut, on peut y revenir dessus. Le Tour de Slovénie avec la victoire de Groenewegen et les rumeurs transfert de Ben O'Connor chez Jayco ou Bourman chez Cofidis. Tiens, Théo, montre l'exemple. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu veux récupérer dedans? Tu veux parler de quoi?
Non, bah, la SD Works, brièvement, j'ai fait quelques courses filles le mois dernier. C'est finalement un petit peu symptomatique de cette équipe qui montre quand même pas mal euh, de manque d'humilité dans la gestion de ses courses. Et certes, elles Ah sont ouais. très fortes, mais il y a un moment, le feu, ça brûle et ça fait quand même 2 fois avec Vibes sur l'Amstel et là sur le Tour de Grande-Bretagne. Bon, après, c'est pas très grave parce que le Tour de Grande-Bretagne reste quand même une course qui est pas si importante que ça dans le calendrier, mais ça veut quand même dire beaucoup. Et puis, non, sinon, pas T'as le droit de grand-chose choisir d'autre qu'un seul truc, hein, te signaler. évidemment. Patrick, maintenant que tu sais comment ça se passe, est-ce que tu veux piocher quelque chose dedans? Est-ce que tu as le Tour de Suisse peut-être? Tu veux, comme tu es le premier concerné, mais tu as le droit de choisir ce que tu veux. Non, mais tu viens de m'apprendre un truc. Moi, comme quoi je dis pas tout. Ben O'Connor quitterait Alors, Decathlon et G2R. ce sont que des D'accord. rumeurs, hein. Ok. Moi, je n'ai aucune info. Je le dis à tout le monde, je n'ai aucune info. Ce sont des rumeurs de spécialistes du transfert dans le cyclisme qui est ça. Mais ouais, a priori, il y a des Ils mettent 6 millions pour acheter Lenny Martinez, non? bon, Bah, je sais pas. Ça m'intéresse cette info parce que en fait, je suis toujours étonné. Ça a toujours été une équipe qui a construit sa stratégie comme, on peut dire, hein, autour des coureurs français pendant des années. Et là, c'est vrai qu'avec Ben O'Connor et Félix Gall, euh, c'est deux très bons coureurs, mais on sent que ça ne marque pas le public. Moi, je me souviens l'année dernière, on regarde sur les réseaux sociaux, bon, c'est un secret de Polichinelle que moi, j'ai une boîte qui travaille pour le groupe FDJ, et on regardait l'impact de la vie qui avait gagné une étape l'année dernière. Félix Gall. Félix Gall, comme par hasard. Et en fait, ça avait été peanuts, alors que le virage Thibaut Pinot, ça avait fait un carton. Hein. Un fois pas possible, en termes de citation, etc. Donc, je pense qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Et je suis pas sûr que si Félix Gall fait un top 5 ou même un podium, je suis pas sûr qu'ils y trouvent leur compte. Donc, s'ils se séparent de Ben O'Connor, puisque Félix Gall doit être encore en contrat, pour un coureur, j'imagine qu'ils vont prendre un Français. Vincent Lavenu a annoncé qu'il était en contact avec un grand pour la saison prochaine. Julien Lafilippe, allez. Si tu veux la suite de la rumeur, c'est que ce serait un switch carrément entre Yates et O'Connor. Ah, en plus. Ouais, mais alors, en ce moment, c'est pas le bon Yates, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, après, c'est toujours un très bon coureur, hein, c'est clair, mais en ce moment, il y en a un qui brille plus que l'autre. Type, tu voulais rajouter un petit quelque chose avant qu'on passe au quiz? On a Non, c'était le point sur lequel j'allais partir, donc très bien, partons sur le quiz. Bien. Patrick, et Giro Next Gen, c'est très sympa à suivre. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Avec la nouvelle pépite belge, alors James, pour ceux qui connaissent le podcast, James, notre ami belge. Il va nous en mettre une pommade et une pommade. On lui laisse ça. Le nouveau Bettini pour certains, voilà, Paolo Bettini selon certains experts, donc un Belge qui grimpe bien, qui a une bonne explosivité et qu'on pourrait revoir à l'avenir dans le peloton professionnel. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que tu veux rester pour le quiz, Patrick? C'est sur le Tour de Suisse en plus, il n'y a pas de surprise. Si jamais tu as envie, il n'y a pas de mauvais perdants ici, il n'y a que des beaux gagnants. Spectateur, parce que s'il y a vraiment un jeu où je suis nul, parce que vous le savez bien, j'ai du mal déjà. Je suis aussi mauvais au quiz que pour reconnaître un coureur qui s'échappe dans une étape du Tour de Suisse. Dire. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais tu as une réponse avant les deux autres, tu pourras distribuer le point à qui tu veux. Qui tu veux, tu pourras distribuer le point. Allez, c'est parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Alors, quiz Tour de Suisse, j'ai prévenu Thib parce que vu que Théo bosse dessus, c'est normal pour équilibrer un petit peu le système. Donc on va commencer, je vais poser une question juste à Théo déjà. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10. 5. 5. Alors, c'est très simple. Tu dois me donner le nom du 5e du général du dernier Tour de Suisse. Si tu ne trouves pas, Thibaut peut répondre et marquer le 2 points du coup, non pas 1. Oh, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, ce n'est pas bon. Est-ce que tu as une proposition? Le chat peut évidemment jouer. Alors là, je vais bûcher. Mais après, c'est un jeu qui joue vite. Faut pas non plus essayer de. Faut tirer. Non, je l'aurais pas. Je pense pas que je l'aurais. T'étais pas loin, mon cher Théo, puisque c'est Romain Bardet qui est terminé 5e, 0-0. Donc, Thibaut, cette fois-ci, de 1 à 10, s'il te plaît.
8. Voilà, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que tu peux me donner le vainqueur du Tour de Suisse 2015 ? 2015, c'est Rui Costa. Il a fait le triplé, il me semble. Alors, arrête de donner des 13, explications, c'est faux. 15. C'est faux. Théo, tu peux répondre pour 2 points. Qui a remporté le Tour de Suisse 2015 ? Il y a 10 ans. Ouais. 9 ans. Zachary. Ah, sinon, attends. Non, Zachary, ce n'est pas bon. C'est Spilak. C'était pas Porte. On me donnait Porte dans le chat. Voilà, c'est ça. Simon Spilak. Ouais, Simon Spilak, c'était pas facile. T'as pas choisi le plus facile. Allez, on enchaîne avec des questions un peu au pêle-mêle. Ok, T'as pas c'est besoin. avant, alors le triplé qu'il enchaîne. Je On dirais s'en rien. fout, ton Rui Costa. Oui, oh, c'est bon. Dernier Français sur le podium du général du Tour de Suisse. Qui est-il et Ah, quelle je année l'ai. pour un point bonus ? Bah, j'ai envie de dire Non, Thibaut j'ai- Pinot, mais Non, tu l'as, toi ce n'est pas Thibaut Pinot. Ah, je l'ai plus. Attends, non. Dernier Français, Non. je peux vous donner la date, peut-être que Et- ça peut vous aider. Ouais, vas-y. C'est en 2016. 2016, 3e position pour ce coureur français. Ah, bah, c'est Wawa. C'est Warren Barguil, 1 point donc pour un type qui Ouais, marque le dire, sur mais le j'étais pas premier sûr. point. On enchaîne, dernier vainqueur français du Tour de Suisse. Agnoloto de 97. Ah, mais Agnoloto, ouais. alors, je vais avec le décalage, États-Unis. je vais donner à Patrick. Voilà, je suis très Ouais, gentil. c'est gentil. Merci, Mathieu. Moi, j'ai entendu Patrick avant. hein. Comme de par hasard, mais en même temps, vous êtes à côté, donc ça aide un petit peu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un partout, donc, entre Patrick et Atib, et donc 0 D'ailleurs, pour Théo. maintenant, il est agent immobilier, si tu le savais pas. Ça ne donnera pas plus de points. Seul coureur à avoir remporté 3 fois de suite le Tour de Suisse. Rui Bah, Costa. Voilà, Rui Costa, bonne réponse. Vu que tu l'as malheureusement tout à l'heure. Alors, je vais écouter 2 points. Donc, toujours 2 points pour le duo de tête. 0 pour Théo pour l'instant. Dernier vainqueur suisse du Tour de Suisse. Bah, Cancellara. Menzin, C'est Ah non, Cancellara. Cancellara, Il a bien ouais. révisé. 3 points donc. 2012. 2009. Ouais, mais je vais lui, il a t'enlever révisé 1 point. aussi. Je t'enlève un Ah, point parce presque. que tu as vu 2012. C'est pour que ça puisse revenir. Plus jeune vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse. Bernal. Non, mais indice pour les autres et pour tout le monde, on n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est un compatriote. Bah, Miguel Angel Lopez. C'est une mauvaise réponse. Higuita. Nouvel indice. Je fais- Tu as dit quoi, Théo? Higuita. Non. Nouvel indice, c'était en 2007. À 20 ans et 148 jours. C'est un coureur qui est Alors encore là. actuellement dans le peloton. Il est sur la fin. Je me demande si c'est pas sa dernière année d'ailleurs. Anna, Quintana. Non, Quintana, non. C'est un coureur qui n'a pas remporté de grand tour, mais qui a été très proche de le remporter à plusieurs reprises. Oran. Rigoberto Urán, 1 point pour Théo qui Exact. revient dans la partie, alors qu'on me l'a donné dans le chat, mais juste derrière. Alors, Dommage. avant-dernière question. Sagan a donc le plus de victoires sur le tour, le plus de victoires d'étape sur le Tour de Suisse avec 18, mais il n'a pas le plus de top 10, devancé par un coureur qui a réalisé le plus de top 10 sur le Tour de Suisse. C'est assez ancien pour vous donner. Enfin, Albazini. Albazini, non, c'est Non, plus non, non. ancien que ça. Non, c'est Sean Kelly. C'est Sean Kelly, c'est une bonne réponse à Tib. Bravo, Bravo. 3 points. Bravo. Et vu que vous avez presque tous égalité, on donnera tout sur la dernière. C'est la bonus. Dernier coureur, alors ça va aller très vite. Hein. Dernier coureur à avoir fait le doublé Tour de Suisse, Tour de France. Bernal. Bernal, c'est oui. une bonne réponse. Bravo Théo qui remporte quel est ce l'autre quiz. Et quel est l'autre Quel est l'autre coureur alors, moi j'ai travaillé que ça. Donc, Ils sont deux. alors, en trichant, Ah, faut que tu- non, sans tricher. Lance Quand tu sais pas, en Merckx. vélo, merci. Ah bah, Ah, c'est Eddy Merckx, ok, d'accord. J'allais sortir Ryan Ulrich ou un truc parce que je sais qu'il a beaucoup gagné aussi. Bah voilà, c'est terminé. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci dans le chat aussi de nous avoir suivis pour cet épisode après Dauphiné. Merci Patrick de nous avoir fait l'honneur de C'est un plaisir. d'avoir été avec nous. Bon, sache que je t'entends tous les jours vu que je joue à Pro Cycling Manager. On n'est pas sponsor, il n'y a pas de. Mais bon, je te le dis, je t'entends. D'ailleurs, tous si les on peut jours. avoir une petite clé. Ah bah, ça Ah, arrive. mais si je la donne là, je fais couler la boîte. Ah. Merci d'avoir pris ce petit temps pour nous et puis à la semaine prochaine encore après parce que ça sera le Tour de France qui va arriver et bon Tour de Suisse à tous, surtout regardez l'équipe, c'est important a priori. Salut. Merci. Salut. Salut. salut.